Et si Ilia Topuria avait disputé son dernier combat chez les featherweight, en tout cas, on a l'impression que le champion n'a plus envie de remettre un pied dans la catégorie actuelle où il règne pour aller chez les lightweight tout simplement. Et donc, s'il n'y a pas Islam Makhachev, ce sera Charles Oliveira pour Ilia Topuria. Bon, spoiler alerte, moi je trouve qu'il recommence un peu trop à raconter n'importe quoi. Mais bon, on va pas faire de podcast, on va faire le podcast, c'est parti, générique. Soit. Voilà, frappe, c'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Team Ilia ou pas sur ce coup, monsieur? Je suis frustré un peu et partagé, mais je suis partagé parce que d'un côté, c'est vrai qu'il a plus grand chose à faire chez les featherweight, à part peut-être Diego Lopez, si jamais Diego Lopez refait un combat où il éclate un mec. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu tôt pour dire je monte définitivement en lightweight, dans le sens où, pour moi, dans ma tête, en tant que fan, donc c'est que ma tête, mais j'étais en mode trop cool. On va avoir un Ilia Topuria qui, oui, il a déjà battu les 2 mecs les plus dangereux, mais il va littéralement massacrer sa division, devenir le GOAT sans aucun doute possible. Là, il l'est déjà quasiment, mais sans aucun doute possible chez les featherweight en enquillant encore 2-3 défenses d'affilée. Et ensuite, une fois qu'il y a vraiment tout le monde est d'accord, il n'y a plus rien à faire ici, il monte, il a battu tous les records en featherweight et machin, mais là, je trouve que ça va peut-être presque un peu trop vite. Et moi, dans ma tête, j'étais pas prêt du tout à ce qu'il quitte complètement cette catégorie dans laquelle, pour moi, il était en passe d'écrire l'histoire, quoi. Mais c'est ça, il a qu'une défense de ceinture. En vrai, les gars, oui, il a battu 2 monstres, mais moi, j'étais en mode, tu fais Volkanovski en Espagne, ou voilà, 2e défense de ceinture, histoire de tamponner le truc. Diego Lopez ensuite qui arrive, et là, on se pose la question des lightweight, parce que, et c'est ce qui revient assez souvent, il y a eu cette mode des chem-chem, mais ça se passe très rarement de la bonne manière pour celui qui monte. Et c'est vrai qu'il y a Topuria, il monte chez les lightweight, aujourd'hui, il se fait torcher. Je suis sûr que tu vois les gens seront en mode ah ouais en fait il a eu un petit problème court, enfin où il est déjà rincé et c'est très compliqué pour l'après. Regardez Volkanovski, le monde où Volkanovski n'essaye pas de devenir champion lightweight est peut-être très différent de celui d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, et encore, Volkanovski avait vraiment tout fait chez les featherweight, affronté quand même 3 fois Max Holloway. Et c'est pour ça que pour Ilia, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Si le pire se passe à savoir une défaite, qu'est-ce que tu fais? Parce que forcément, ça n'aura pas du tout la même saveur de rentrer et de redescendre. Et si tu redescends, il faut quand même se farcir des mecs qui ont de grosses ambitions et qui sont des vrais gars à battre. Donc, t'attends un peu et une fois que t'as fait le taf, là, tu montes à ce moment-là. Parce que bon, Max Holloway l'avait fait, hein. Il était sur son run où il déchirait tout le monde en featherweight. Il était monté initialement pour combattre Khabib et puis finalement il avait fait, je crois, c'était battu contre Dustin Poirier. Il avait perdu contre Dustin Poirier, mais en fait, même si il était redescendu ensuite et puis il avait redémonté, c'était qui? C'était Rodriguez ou peut-être. Non, c'était pas Frankie Edgar. C'était encore une époque. Rodriguez, il n'était pas champion quand il a battu Rodriguez. Ouais. Mais après, je me souviens que même à l'époque, quand il avait été battu par Dustin Poirier en lightweight, je me souviens m'être dit dans ma tête, enfin c'est bon, oui d'accord, Max Holloway est une légende absolue et personne ne revient dessus, mais tu sais, dans ma tête, j'étais quand même en mode oui bon, enfin c'est pas le meilleur, mais presque. Dans le sens, ouais, bon, en plus Dustin Poirier, c'était un ancien featherweight et machin, bon. N'importe quoi qu'il arrive, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais quand t'as une défaite, même si c'est dans la catégorie d'au-dessus, le cerveau ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles et de faire de connecter les points en mode oui, en fait c'est pas vraiment le meilleur, alors que là il est en train d'éclater absolument tout le monde, il y a aucun doute dans nos têtes que c'est le meilleur, et je sais que là on joue avec des trucs abstraits, mais tu vois, même tant qu'il n'a pas perdu dans les catégories d'au-dessus. C'est comme quand Conor McGregor était à l'époque et qui disait des bails de je vais aller mettre KO Tyron Woodley. Tant qu'il n'est pas monté et qu'il n'a pas soit perdu, soit fait un combat compliqué, parce que contre Nate Diaz, d'ailleurs il avait perdu le premier combat, le deuxième avait été compliqué. Et avant qu'on ne voit ça, et donc oui, on se rappelle qu'il y a les limites physiques, le cerveau fait son travail tout seul d'extrapolation de ouais, mais vu comme il met KO tout le monde aussi facilement en featherweight, c'est vrai que peut-être qu'il peut mettre KO des welterweight, finalement on sait pas.
Et ça, c'est très bon. Et c'est très bon pour tout le monde, pour l'UFC, pour les fans, pour le combattant, c'est très bon. Là, à partir du moment où il va aller en lightweight, ça va être beaucoup plus dur. Il peut mettre KO Charles Oliveira, mais ça va être compliqué. Enfin, battre Charles Oliveira, c'est vraiment pas facile. Et bah voilà, demander encore à Michael Chandler. Et s'il fait ne serait-ce qu'un combat serré, ben on va passer de Ilia Topuria qu'on assimile, et c'est très bon pour absolument tout ce qu'on vient de dire, à un mec qui est imbattable, le futur Conor McGregor, ah oui, en fait, d'accord, faut pas qu'il prenne des challenges trop élevés non plus, faut quand même qu'il reste à sa place. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et puis qu'est-ce qui vaut le coup aussi à cette question-là, c'est tant qu'à prendre des dégâts et prendre beaucoup de risques, autant perdre quand tu t'attaques à un titre plutôt qu'un combat contre Charles Oliveira qui aujourd'hui même n'est pas vu comme la référence chez les lightweight et qui, avant le combat contre Michael Chandler qui gagnait à la décision, il perd par décision contre Arman Tsarukyan. Et puis il y a aussi ce truc-là que il y a toujours eu avec Ilia Topuria, mais c'est vrai que ça s'était un peu effacé avec le résultat qu'il avait eu contre Max Holloway. C'est... tu sens que le gars veut l'oseille et qu'il sort des punchlines pour faire parler, tu vois, comme là il dit à 30 ans je vais prendre ma retraite, c'est ça, hein, c'est à 30 ans il va prendre sa retraite aussi, je crois qu'il a sorti ça. Donc dans 3 ans. Ça, ouais. Donc enfin, ça fait trop d'infos, trop de on ne parle plus trop de moi ces derniers temps, donc il faut que je revienne. Alors que moi perso, le seul truc que j'ai envie d'entendre pour Ilia Topuria, c'est le combat en Espagne ou le retour contre Volkanovski, mais tu vois qu'on ait un peu d'activité et que ça avance plutôt que d'avoir tout ce qui avait précédé le combat contre Max Holloway hors Fight Week, on avait l'impression qu'il commençait un peu à raconter n'importe quoi. Ouais, c'est clair, c'était quoi? C'était il refuse le combat contre moi et machin, enfin des trucs dont on sait que ça n'est pas vrai et où là on s'était dit très clairement, bon, il est en train effectivement de passer dans cette case de gars qui n'hésite pas à littéralement dire des choses fausses pour faire parler de lui, et ce qui est jamais très bon. Enfin, volontairement des choses fausses. Et c'est oui, d'un côté je le comprends, le bail 2, et c'est ce qu'il dit en fait, c'est ce pourquoi il explique qu'il veut monter en lightweight, c'est chaque cut en featherweight est de plus en plus dur. J'ai envie de pouvoir me dire que je peux prendre des combats n'importe quand et qu'il va pas me falloir un mois de préparation pour faire gaffe au régime et machin, pour être prêt pour un combat en featherweight. Et ça, honnêtement, ça c'est totalement entendable et compréhensible, audible, pardon. Mais d'un côté, oui, mais de l'autre, maintenant, comme il est champion, enfin, c'est pas que t'as pas le choix, mais c'est les bails de j'ai envie de sentir que je peux prendre des combats n'importe quand, combattre un peu plus pour le fun. C'est cruel à dire, mais comme là, il est champion dans sa catégorie et qu'il n'a fait qu'une seule défense de ceinture, il y a presque ce bail de bon, t'as jamais raté de cut, bon machin, c'est presque ta responsabilité de te dire ça fait chier, mais voilà quoi, continue un peu. Mais en même temps que je dis ça, je comprends parce que nous-mêmes, on est tout le temps en train de dire que les cuts c'est une horreur et tout ça. Et c'est pour ça que je suis partagé en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, mais quand il y a du taf à faire, c'est ça. Quand il y a, tu vois, typiquement à l'expérience, on est tous là pour dire, il faut qu'il affronte Ankalaev avant de monter, parce que tu nettoies vraiment la catégorie. C'est vrai qu'il y a Topuria, on parlait là de Diego Lopez, il y a aussi quand même Evloev. À un moment donné, va quand même falloir se le farcir. Ou s'ils font Lopez contre Evloev, et ensuite t'as Topuria. Pour moi, il y a quand même un tout petit peu de trucs à faire avant de se dire on monte un peu. À la manière de l'Expera, où là, tu ne peux plus éviter Ankalaev, il va affronter Ankalaev, et là c'est parti, ensuite tu fais ce que tu veux. Quand t'as ce challenger qui est présent, tu le fais, et même limite, enfin, pour moi il y a presque autant de hype qu'un combat contre Charles Oliveira, parce que on sera vraiment sur quelqu'un qui sera sur une très grosse série de victoires, et qui est vu comme le nouveau mec chez les featherweight qu'il affrontera. Donc, il fait ce combat-là, qui sera, en plus, à mon sens, hein, que ce soit Diego Lopez ou Evloev, très intéressant, parce qu'en vrai, Evloev, depuis sa victoire là contre Sterling, je pensais, tu pensais qu'il allait gagner, toi, ou pas? Je sais plus ce que je pensais, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais vraiment aucune idée, tellement pour moi il est chaud aussi Aljamain, quoi. Ouais, et c'est pour ça, c'est que vraiment c'est une très belle victoire, et le mec qui a gagné là, pour moi, mérite peut-être pas le title shot parce que du fait enfin quoi, Evloev c'est quoi, 11 victoires, 11 décisions je crois, mais faut le battre ce monsieur. Et donc pour moi, Topuria pourrait le faire. D'abord tu fais Volkanovski, tu mets en co-main event ces deux gars-là,
puis après ça avance. Mais non, on attend pour Charles Oliveira. Charles Oliveira qui, en plus, selon moi, devrait faire un combat avant d'avoir le prochain title shot chez les lightweight, parce que voilà, pas de traitement de faveur. Et puis voilà, il y a Topuria, tu fais la queue comme tout le monde. Bah, et en plus, là, maintenant, c'est vrai que le combat il faut absolument qu'il y ait Evloev contre Lopez. Mais même si c'était Evloev, et même si c'est Evloev qui arrive à battre Lopez par décision encore, en vrai, maintenant, je commence à être un peu chaud dans le sens où le truc se vend tout seul il est sur 12 victoires d'affilée. En fait, et même le fait qu'il soit sur 12 décisions, paradoxalement, je sais que c'est un peu con ce que je vais dire, mais comme ce sera un angle marrant d'attaque pour Topuria en mode, mais mec, t'es le gars le plus chiant de l'histoire. Bah, du coup, ce serait facile à vendre, ça ferait des bastos faciles, gratos pour Ilia Topuria, et ça ferait quand même un bail de, bon bah oui, c'est que des décisions, et donc il lui fait des punchlines sur punchline Topuria, mais d'un autre côté, personne n'arrive à le battre. Enfin, il y aurait quand même un angle intéressant, quoi. Ouais, non, et puis en vrai, honnêtement, Evloev hors combat contre Diego Lopez, c'est pour ça que moi j'aimerais vraiment avoir la revanche, et vraiment, l'UFC, ils font ça en mode, comme ce qui s'est passé pour Ngari contre Shavkat, c'est combat éliminatoire pour le titre, et le vainqueur à la title shot, quoi qu'il arrive, c'est que or, le combat contre Diego Lopez, c'est des décisions, mais où il domine vraiment les gars. Et quand tu regardes qui ils lui mettent, t'as aussi ce truc de... L'UFC s'est dit, toi, non, toi, le title shot, ce n'est vraiment pas pour toi, donc on va te mettre tous les gars les plus chauds. Je veux dire, enchaîner là, ces derniers combats, c'est quoi? C'est Arnold Allen et Aljamain Sterling. Donc les mecs les moins bankable et où faut y aller, faut vraiment y aller. Sterling, je pense que personne ne le voulait chez les featherweight. Et en plus, mais c'est clair. Et en plus, c'est un combat où, pour moi, tu vois, la victoire d'Evloev contre Sterling, c'est un peu, tu vois, le Islam Makhachev contre Tsarukyan chez les lightweight, tu vois, c'était superbe en grappling. Sterling il perd, mais c'est pas grave parce qu'en vrai il a fait un super combat contre lui. Je pense que la plupart des gens même se disent pas, bah putain, Sterling ça va pas le faire chez les featherweight. Non, au contraire, il reste tout aussi dangereux. Et c'est pas du tout à moi de dire ça, mais de récompenser Evloev pour ce qu'il a fait contre Sterling, parce que t'as réussi à rendre intéressant un truc qui sur le papier était quand même difficile, et c'est pour ça que l'UFC n'avait même pas mis ce combat-là sur la main card. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pendant le combat justement Evloev contre Sterling, du coup j'étais dans la salle média, et au moment où il y avait le combat, à un moment donné, il y a une des personnes de l'UFC qui est venue, parce que j'étais comme ça debout devant des téléviseurs, et on a parlé un petit peu, et justement, en gros, parce qu'elle me demandait, alors du coup, pour toi qui gagne, je fais, là, je sais pas trop pour l'instant, c'était au début du combat, j'étais en mode, mais peut-être Sterling, mais en tout cas, on dirait un peu quand même le combat Arman contre Islam, justement. Elle me fait, you're right, good call. Et en gros, en mode, c'est vrai que c'est exactement le même genre de bail, en termes de, oui, c'est que du grappling, mais c'est vraiment une des seules fois où sur un combat de haut profil, c'est que du grappling, et pourtant, c'est ultra excitant. Et en plus de ça, le bail de Topuria et Evloev sont invaincus. Et si jamais il y a donc la revanche contre Lopez, Movsar Evloev, il sera à 20-0. Ilia Topuria, il est maintenant à 16-0. Ça participe à, sur les posters et dans les trailers, c'est facile à vendre. Mais sachant que là, le record, c'était 33-0 pour Yan Gary contre Shavkat. Donc ce serait record battu. Oui. Oui, pas plus que 20 et 16. Ça fait 36. Oh merde! Incroyable! What's happening? Et tu vois, non, c'est vrai, putain. Et typiquement, pour moi, c'est même pas gênant si ce combat-là est le premier aussi à être en Espagne. Parce que l'Espagne, tout le monde va venir pour Ilia Topuria. Donc pour le reste du monde, l'angle c'est ça. Et de toute façon, en Espagne, s'ils font Ilia contre moi, par exemple, ça va quand même très bien marcher. Donc je dis pas que ça m'intéresse. Non, mais on garde ça sous le coude. Donc voilà. Mais ouais, non, j'espère qu'Evloev, il aura le title shot, ou en tout cas un combat qui lui permettra de montrer un petit peu qu'il mérite sa place en combat pour le titre. Et ce qui est bien, c'est que j'ai bien aimé à la manière dont KLF, il a eu cette mentalité de toute façon, je vais pas demander le title shot, l'UFC, ils font ce qu'ils veulent, ils me mettent un prochain gars, je le prends, et pour moi ça c'est parfait. Oh là là, c'est tellement ce qu'on va entendre. Pareil, du coup j'étais à la conf quand il avait dit ça, le Media Day, ou c'était le post-fight, je sais pas. C'était post-fight. Ouais, et en gros de dire ça, c'est vraiment tellement ce que les fans veulent entendre. Même les fans qui ne l'aiment pas ne peuvent rien dire en entendant ça.
tu peux pas dire un truc plus. En plus, je crois que sa phrase exacte, c'est un truc en mode s'il me donne 100 mecs avant d'arriver au titre, je battrai les 100. Un truc vraiment stylé. Donc, non. En plus, il est très sympa. En plus, il ressemble à mon tonton Jean-Pierre, mais physiquement. Mais en plus de ça, non, mais il est vraiment. Beau il est gosse, hein, sympa. tonton Jean-Pierre, du coup. Mais tu l'as jamais vu? Bah non. J'ai pas eu cette chance. Et, Pas une fois, si, il a en gros, combattu Aljamain Sterling. Mais non. Ah, c'était Evloev, pardon. Non, mais il a 60 piges et en gros, il est encore ultra tracé et tout. Il fait des randos toute la journée. Enfin, il est trop stylé, c'est tonton Jean-Pierre, quoi. Et donc, en tout cas, moi, maintenant, Evloev, avant, je le connaissais un peu moins. J'avais vu que des espèces de comptes rendus verbatim de ces trucs et tout. C'est vrai qu'il était tout le temps par décision. J'avais vraiment pas d'a priori positif ni négatif, mais j'étais vraiment insensible. Maintenant que il a été un peu plus mis en valeur, que j'ai entendu des interviews, que je l'ai entendu s'exprimer et que ce combat était excitant, ça y est, on est tranquillement dans le train Evloev, tranquillement. On y est dans le train Evloev. Et voilà, on va donc se quitter sur le choc, le money fight, Ilia Topuria, Jean-Pierre Evloev, en France, on l'espère, pour le prochain UFC Paris. MyProtein, les gars, moins 30% minimum sur tout MySweetPea avec le code La Sueur, et c'est minimum de chez minimum. Et puis holy, oh là là, quel régal. Je peux dire qu'il y en a du coup. Et holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et là, bon, peut-être un petit peu tard pour ça, mais si vous êtes des gourmands, vous allez speedrun le calendrier de l'Avent qui est toujours disponible sur leur site, code La Sueur 5. Attendez, moins 5 j'en ouvre un au hasard, on va voir. On va voir ce qu'il y a voilà. dedans. Sachant que vous n'aurez pas les mêmes que moi. Là, c'est le 15 décembre, mais vous n'aurez pas le même. Et voilà, code La Sueur Alors, 5, moins 5 euros, et code La Sueur 10, moins 10% si vous avez déjà commandé chez eux. Et voilà ce que vous auriez eu le 15 décembre dans un monde parallèle. Allez, hostie, on se retrouve très vite. See ya. Come and